Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24 à la une de l'actualité. Premier vote pour la diaspora togolaise durant l'élection présidentielle prévue pour le 22 février 2020, un scrutin qui continue d'être critiqué par l'opposition. Un accord entre la banque éthiopienne Awash et l'USAID pour soutenir le secteur agricole du pays, un financement dédié principalement aux PME agricoles éthiopiennes. Et enfin, des attaques terroristes qui se multiplient au Burkina Faso, notamment envers les minorités religieuses dans le pays. En cette période de fête, les chrétiens prient pour les victimes et pour l'amélioration de la situation sécuritaire du pays. L'élection présidentielle prévue pour le 22 février prochain au Togo. Pour la première fois, la diaspora togolaise prendra part au vote. Mais l'organisation de ce scrutin reste largement critiquée par une partie de l'opposition qui réclame la suspension du processus électoral et la reconstitution de la Commission électorale nationale indépendante. Reportage de notre correspondant Aimé Fakofi. Plus de 3 millions d'électeurs inscrits provisoirement sur la liste électorale pour la présidentielle de 2020 au Togo. Tel est le chiffre communiqué par la Commission électorale nationale indépendante le 23 décembre 2019. À l'étranger, 348 électeurs se sont inscrits sur le fichier électoral et pourront voter seulement aux États-Unis, en France, au Gabon, en République démocratique du Congo, au Nigeria et au Maroc. La CENI a reçu en ce moment dans nos locaux deux équipes, l'une de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et l'autre de la CEDEAO, pour pouvoir auditer au fur et à mesure le fichier électoral. Le premier tour de la présidentielle est fixé au 22 février 2020. À 3 mois de ce scrutin, des voix s'élèvent au niveau des organisations de la société civile, Front citoyen Togo debout et Synergie Togo. Celles-ci parlent d'anomalies constitutionnelles entachant la crédibilité du processus électoral en cours. Aujourd'hui, nous ne voyons pas comment est-ce que un Sénat qui n'existe pas peut nommer des membres de la Cour constitutionnelle. Nous sommes dans un véritable flou juridique, un véritable flou savamment entretenu qui donne l'impression que nous baignons dans l'illégalité avec ce processus présidentiel qui est lancé par une institution dont la composition ne répond plus aux dispositions de la Constitution. La loi organique de la Cour constitutionnelle votée à l'Assemblée nationale ce 23 décembre établit à 6 ans le mandat de ses membres, dont 2 sont élus par le Sénat. Le dépôt des candidatures pour ces présidentielles est fixé du 27 décembre 2019 au 8 janvier 2020. Un accord entre la banque éthiopienne Awash et l'Agence américaine pour le développement international afin de soutenir le secteur agricole en Éthiopie. Un partenariat qui met à disposition 6,4 millions de dollars pour répondre aux stratégies du gouvernement avec le financement des institutions de microfinance ainsi que des petites et moyennes entreprises agricoles. Les précisions dans ce sujet de Neili Claude Ebessa. Le secteur agricole éthiopien s'est doté d'un important financement. L'investissement à hauteur de 6,4 millions de dollars résulte de l'accord conclu entre l'Agence américaine pour le développement international, USAID, et la banque commerciale éthiopienne Awash Bank. Ce partenariat soutiendra les prêts directs de la banque Awash aux petites et moyennes entreprises du secteur agricole où l'accès au crédit reste faible malgré la contribution de 34% au produit intérieur brut de l'Éthiopie. Donc un tel investissement permettra alors à l'Éthiopie de revoir sa trajectoire de croissance et entrer dans le cadre de la diversification de son économie en tant que telle, pour que nous puissions éviter la tragédie des années 80 où l'Éthiopie était considérée comme étant un pays qui n'a pas atteint l'autonomie alimentaire avec les questions liées à la famine, les questions liées à la sécheresse. En outre, ce financement aidera les entreprises mal desservies en capitaux à intensifier leur production tout en soutenant les efforts de l'Éthiopie pour moderniser son secteur agricole. Pour les experts, les investissements dans le secteur agricole éthiopien permettront d'accélérer la croissance économique au niveau macro tout en créant un effet d'entraînement qui profite aux agriculteurs. Il est évident qu'un tel investissement peut avoir des effets positifs sur la croissance du pays, mais il y a des côtés également négatifs qu'il faut prendre en compte, des effets liés au changement climatique.
énergétique. Il va falloir gérer tout ce qui est lié aux aspects climatiques, mettre en place un cadre légal et réglementaire, renforcer les capacités managériales des organisations paysannes agricoles. Avec une contribution de 34% au produit intérieur brut, le secteur agricole éthiopien assure 80% des emplois et 85% des exportations. Cependant, ce secteur assez dynamique de l'économie du pays demeure vulnérable aux aléas climatiques, la sécheresse notamment, qui frappe régulièrement la région. Le coton, un secteur clé pour le développement de l'économie malienne. La culture du coton reste la principale richesse du Mali. La chaîne de production permet de faire vivre 4,5 millions de personnes. Mais de nombreux défis restent à soulever pour faire de la production cotonnière un véritable levier de croissance. Dans ce contexte, les autorités mettent en place un programme stratégique s'étalant de l'année 2020 à l'année 2025. Un sujet d'Amenedji. Au Mali, la chaîne de production cotonnière occupe jusqu'à environ 4,5 millions de personnes, toutes catégories confondues. Une filière agricole qui, au cours de la campagne 2019, a bénéficié de plus de 180 milliards de francs CFA de financement pour l'achat de coton graines. Malgré la contribution de ce secteur aux recettes fiscales nationales, elle semble toutefois confrontée aux problématiques de la parité euro-dollar par rapport au franc CFA et à l'augmentation du prix des intrants agricoles, conduisant à un faible rendement. Tous ces programmes qui étaient mis en place, financés par la Banque mondiale et l'Union européenne, et en plus la volonté politique engagée, parce que je précise également que le Mali a fait 15% de son budget national à l'agriculture. Tout cet environnement favorable a permis alors de doubler la production quasiment sur les 5 dernières années. La filière coton, à travers son programme stratégique 2020-2025, sera axée sur un bon nombre de points majeurs à faire exécuter pour favoriser son expansion économique, comme la reconstitution du cadre institutionnel et organisationnel, tout en améliorant la production. Par ailleurs, l'industrie devra se conformer aux exigences du marché et renforcer la modernisation des outils. Jusqu'à preuve du contraire, le coton malien est destiné essentiellement à l'exportation. Donc s'il y a un cadre favorable, dans le cadre notamment de la création de la chaîne de valeur locale, en développant une industrie locale, en accompagnant notamment les paysans dans les zones rurales où la pauvreté règne, en apportant des engrais, autres produits phytosanitaires, il est évident que la production agricole dans les prochaines années pourra fortement progresser, d'autant plus que la pluviométrie a été favorable. La production cotonnière a enregistré une forte progression, passant de 440 027 tonnes en 2013-2014 à 728 606 tonnes entre 2017 et 2018. Une performance enregistrée grâce aux politiques mises en place par la Compagnie malienne pour le développement des textiles relative au programme de modernisation des usines, à la mise à niveau du parc de transport et à l'interconnexion des unités industrielles. Le transfert d'argent vers l'Afrique, une véritable manne financière avec un marché estimé à plus de 65 milliards de dollars par an. Ce marché profite à plus de 120 millions de personnes vivant sur le continent, avec des montants transférés bien plus élevés que ceux de l'aide publique au développement. Néanmoins, ces fonds restent encore très largement sous-exploités par le secteur financier. Les précisions d'Ange Bijou-Nomenio. Le transfert d'argent est un marché porteur pour l'Afrique. Mais pour l'heure, cette source de revenus reste très peu exploitée par les systèmes financiers africains. C'est le résultat de l'étude qui a été menée par le cabinet de conseil international Microsave Consulting. Pour cet organe, les systèmes financiers des pays concernés n'ont pas encore adapté leurs pratiques aux familles et à leurs besoins. La plupart des transferts, c'est-à-dire l'essentiel des transferts, se fait d'une manière informelle, c'est-à-dire en dehors des circuits officiels, parce que ça coûte trop cher. Il faut quand même savoir que le coût du transfert coûte aux pays africains 1000 milliards de francs CFA. Donc, les gens préfèrent transférer l'argent à travers des systèmes informels, donc on ne peut pas avoir de repérage pour avoir de surveillance. Le potentiel est pourtant immense sur le marché des transferts. Selon l'African Institute of Remittance, les transferts de fonds de la diaspora africaine ont atteint 65 milliards de dollars, soit le double de l'aide publique au développement. En fait, ces sommes n'alimentent pas les circuits officiels de production, de création d'argent, ni pour financer des produits d'investissement. Que faire pour pouvoir bénéficier de cette somme d'argent et de pouvoir l'injecter dans l'économie? Il faudrait réussir à convaincre la diaspora de pouvoir investir son argent dans les projets économiques. Et là, ça va demander de la part des dirigeants politiques, déjà de mettre en place des politiques cohérentes pour susciter
l'intérêt des gens de la diaspora. Selon une estimation de Business Insider Intelligence, d'ici à 2023, les transferts numériques devraient représenter 50% du volume total des envois, contre environ 35% en 2018. Depuis 2015, les attaques terroristes au Burkina Faso se multiplient avec plus de 700 pertes en vie humaine et près de 560 000 déplacements forcés de réfugiés, des attaques fréquentes qui touchent notamment les communautés ethniques et religieuses comme la minorité chrétienne dans le pays. Durant la messe de Noël, fête sacrée pour les chrétiens, nombreux sont ceux qui, dans ce contexte de tension, prient pour les victimes et diffusent des messages de paix et d'unité. Un sujet de la rédaction. Des sapins décorés sur le parvis, des églises illuminées. Au Burkina Faso, les chrétiens se sont rassemblés durant la messe de Noël, une fête religieuse célébrée par une minorité dans le pays. Malgré les dernières attaques perpétrées contre les églises, Regina Band voit sa foi inébranlée. Notre foi ne peut pas être ébranlée par les épreuves que nous vivons. Et il peut arriver pour certains quand même de se sentir découragés. Mais je dis toujours que se sentir découragé ne doit pas nous maintenir dans notre état de découragement pendant longtemps. On doit toujours se ressaisir s'il arrivait que nous soyons un peu perturbés par ce que nous vivons présentement au Burkina Faso. Cette fervente catholique se rend à la messe tous les matins, malgré les risques qu'elle encourt après les dernières attaques. Des attaques contre une minorité religieuse, là où le Burkina Faso se plaçait comme un pays de grande tolérance entre les musulmans et les chrétiens. Des tensions qui engendrent des conséquences sur le plan économique et qui affectent les marchands ambulants. Et cette année-là, ça n'en va pas. On n'a pas eu de marché, les gens n'ont pas l'argent. Comme le pays là aussi, il n'y a pas de l'entente dans les pays là. Ça fait que cette année, les gens n'ont pas l'argent, les gens ne sont pas contents. Donc on n'a pas eu de marché assez quoi, par rapport à l'année passée. Une situation conflictuelle générée par l'extrémisme islamiste, particulièrement vers les frontières avec le Mali, où plusieurs pertes en vie humaine sont dénombrées, ainsi que des déportations forcées qui mènent de nombreux Burkinabés à quitter leur foyer. Néanmoins, les chrétiens dans le pays gardent espoir dans l'amélioration de leur situation. Place à la culture avec la rencontre de l'artiste plasticien béninois Sébastien Boko qui est également sculpteur. Il valorise les masques autour des réflexions dont la thématique est le voile. À travers son art, il dénonce l'hypocrisie du monde actuel. Portrait de cet artiste dans ce reportage de notre correspondant Lefty Onou. Au Bénin, l'artiste plasticien et sculpteur Sébastien Boko dénonce l'hypocrisie du monde actuel par les masques. Il a dévoilé à cet effet sa création artistique contemporaine à l'occasion du festival pluridisciplinaire intitulé Les Échos de l'Obozumpa, initié par l'espace culturel Le Centre. Ces chefs-d'œuvre artistiques constituent la résultante de ses réflexions sur la thématique du voile. Les militaires qui sont là, ça représente l'hypocrisie, ça représente l'état du monde actuel. Le monde actuel, je le trouve beaucoup plus masculin. Et pour moi, la philosophie, c'est d'atteindre une féminité dans nos pensées. Donc la thématique du voile me permet également d'aller sur des pistes comme nos masques. Sébastien Boko est auteur de plusieurs œuvres artistiques. Sa pièce dénommée Egungun, composée d'une kyrielle de couleurs, a été révélée au public. Il s'agit d'un mix entre le bois et le métal. Derrière moi, la pièce que vous voyez avec beaucoup de couleurs, comme ça fait partie de la série de Egungun. Donc c'est un AD qui est derrière moi et qui est en train de faire sa joie, sa fête, quoi. L'artiste plasticien et sculpteur a engrangé une dizaine d'années de carrière artistique avec de nombreuses distinctions au plan national et à l'international à travers des festivals d'art. Pour rappel, Sébastien Boko est fils de sculpteur. Son père, Kofi Boko, est l'un des professionnels populaires des arts plastiques à Zobodomé, dans le département du Zou au Bénin. En dehors du Egungun, Sébastien Boko travaille aussi sur les sociétés de masques culturels du pays. Il s'agit entre autres du masque Galédé. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.